Bonjour à tous. C'est mon deuxième film d'une série de plusieurs. Puis moi, je suis un artiste qui peint depuis une soixantaine d'années de manière réaliste. Puis finalement, je me suis spécialisé dans le portrait. La photo et la peinture, ce sont deux médiums qui s'entrecroisent. Il y a des peintres qui, comme moi, qui s'inspirent de la photo, mais il y a des photographes qui s'inspirent de la peinture aussi. Puis dans ce cours-là, je vais m'intéresser à ce qu'on appelait la lumière Rembrandt. C'est-à-dire, dans son atelier, il y avait une fenêtre, il n'y avait pas d'électricité dans ce temps-là, il y avait des chandelles, peut-être des lampes à l'huile, mais il n'y avait pas d'électricité, pas de lampe. Alors il y avait une fenêtre plus élevé que le modèle. Il assoyait son modèle en dessous. Donc, la lumière éclairait le modèle à, disons, 45 degrés. Il plaçait le modèle dans une certaine position pour que la lumière, ça se trouvait à faire comme l'ombre du nez, un petit peu. La lumière passait par-dessus le nez, puis elle faisait comme un triangle inversé dans le côté sombre. Puis, comme c'était un maître, c'était vraiment l'initiateur de cette forme d'expression qu'on appelait le clair-obscur. C'était un des premiers, en tout cas. Puis, il a rendu ça à un niveau là, vraiment génial. Alors même, les photographes aujourd'hui prennent des photos dans ce type de photo-là, dans ce type d'image-là, puis ils appellent ça la lumière Rembrandt. Alors moi, dans ce cours-là, je vais faire poser le modèle, je vais prendre des photos, différentes photos, je vais faire une étude avant de faire le tableau final, puis je vais exécuter le tableau final à la fin du film. Mais pour vous parler un petit peu des relations entre la photographie et la peinture, la fameuse caméra obscura, d'ailleurs, je vais vous montrer un croquis que Léonard de Vinci avait fait pour expliquer ce que c'était exactement. Bon, c'était presque une chambre noire, en fin de compte. Le sujet était, que ce soit un paysage ou un personnage, était d'un côté, il y avait un petit trou qui laissait passer la lumière, puis l'image était projetée en sens inverse, soit sur une toile ou sur un papier. Puis l'artiste, lui, quelque part, il était entre les deux, puis il pouvait soit dessiner d'après ça, ou essayer de comprendre la perspective, puis enfin, c'était pour des études. Puis plus la science avançait, les gens ont rajouté une lentille quand les lentilles ont été possibles. Après, ils ont utilisé des miroirs pour inverser l'image, pour la rendre moins floue, parce qu'en tout premier, l'image était projetée, mais elle était floue. Bon, je crois qu'on a des preuves que Canaletto a utilisé cette méthode-là. Vermeer, on n'a pas de preuves, mais on pense fortement qu'il connaissait ça. Parce qu'il y a un procédé en photographique, là je vais vouloir dire le nom, puis ça m'échappe. Mais si je photographie avec mon œil, si je regarde ma main elle est précise, puis tout ce qui est autour est flou. Mais ça, en peinture, en principe, ça n'existe pas, parce que quand je vais peindre mon modèle, je vais tourner mon visage, puis je vais voir, tout va être, au moment où je regarde, tout sera précis tout partout. Alors quand je peins, si je fais le mur en arrière, le mur va être précis. Si je fais le plafond, le plancher, ou je fais des objets, tout va être précis parce que mon regard va toujours être fixé tout partout. Mais dans une photo, si tu fais la mise au point sur le regard du modèle, mais il risque d'avoir un flou autour. À partir de Vermeer, on a constaté qu'il y avait des flous en avant-plan de ces tableaux. Bon, alors on peut penser qu'il a été influencé par la photo. La même chose pour Rembrandt. On ne peut pas prouver qu'il servait de la caméra obscura, mais il en connaissait certainement l'existence. Et puis,
faut comprendre que ces grands esprits, ces artistes de génie, travaillaient de concert avec la science, avec les nouveautés. Pour faire ces magnifiques autoportraits, il y avait tout au moins un système de miroirs très sophistiqué. Et puis, dans l'histoire de la peinture, ben, par exemple, puis de la sculpture, Rodin faisait prendre des poses quasiment contorsionnistes à ses modèles. Degas, la même chose. Fait qu'on voit mal ces modèles garder une pose comme ça pendant une demi-heure, une heure. Même une sculpture, ça se fait pas dans 5 minutes, là. Il sculptait sur du marbre, lui, puis il atteint une perfection. Les gens pensaient qu'il y avait même, il y en a qui l'ont accusé d'avoir fait des plâtres sur le modèle, puis c'est pour avoir une telle exactitude. Non, il utilisait des photos. Et puis, on a retrouvé des photos où il avait pris de la gouache, puis il avait pris des crayons, puis il avait retravaillé sa photo pour arranger sa composition comme il voulait, là, comme il aimait. Puis moi, je vois pas ça comme un crime, je me dis, pourquoi pas utiliser la technologie, elle existe. Ou, Degas, la même chose, quand je peignais à l'huile anciennement, puis quand je me suis converti au pastel pour des raisons de santé, ben, j'ai lu tout ce qu'il y avait décrit sur Degas. Je suis allé au musée voir des expositions où il y avait de ses œuvres et tout. Puis à un moment donné, je vois un immense tableau. On voyait ces fameuses petites danseuses, ces ballerines sur la scène. Puis dans la fosse, on voyait l'orchestre. On voyait tout ça en même temps dans une immense scène. Alors je me suis dit, bon, il ne me l'a pas dit, Degas, il ne me l'a pas raconté. Il avait beau être bon en dessin et avoir une mémoire visuelle extraordinaire. Bien, on se doute bien qu'il a fait sa composition à partir de plusieurs photos. Peut-être possiblement des photos prises dans le jour. Puis il a fait sa composition parce qu'il était un amateur d'opéra et de danse. C'est sûr qu'il est allé voir les spectacles souvent. Mais là, pour transposer, bon, la photo, c'est un outil précieux. Quand je faisais des tableaux, puis je prévoyais faire un coucher de soleil. Un coucher de soleil, ça dure 5 minutes, hein? Fait que moi, j'arrivais 2 heures avant le coucher de soleil, je faisais mon croquis, je faisais tout ce qui ne bougeait pas, les arbres, les maisons, le terrain. Puis quand arrivait le coucher de soleil, bien là, rapidement, je saisissais l'ambiance, je prenais des photos, puis je finissais chez moi. Bon, tout ce grand discours pour vous dire que la photo, c'est un aide précieux. Mais la nuance que je voudrais apporter, c'est qu'il ne faut pas être servile d'une photo. Si vous prenez une mauvaise photo, comme j'ai vu ça souvent, mauvaise photo, puis vous copiez la mauvaise photo telle qu'elle, bien là, avec les reflets, ou je ne sais pas quoi, une bonne fontaine, une paire de souliers, je ne sais pas quoi, bien là, écoutez, c'est un outil, mais il faut l'interpréter après ça, puis faire une composition avec ça. On peut se servir de plusieurs photos, puis relier ça dans une seule composition. Alors, dans ce projet que je vais faire, pour s'inspirer fortement de Rembrandt, j'ai trouvé une fenêtre qui était justement comme ça, là, plus haute que le modèle, qui faisait un éclairage d'au-dessus et latéral. J'ai fait poser une jeune femme qui pose souvent pour moi. Mais là, j'ai fait, dans un premier temps, seulement avec des tests de lumière. Puis là, j'ai vu que c'était bon. En arrivant chez moi, j'ai fait des études au crayon. Et puis, j'ai fait une gouache pour voir si ça pouvait être intéressant, tout ça. Puis par la suite, je suis retourné la photographier, maintenant en prenant mon temps, fait une série de photos. Puis je vais terminer par la démonstration du tableau complet.